C'est péjoratif, beurette, hein. Bah, oui, quand même. Ça dépend. Et sachant que la personne qui dit ça, c'est Kalia, donc il y a plusieurs modos qui étaient là, qui étaient témoins de son mauvais comportement, d'où le fait qu'elle puisse pas s'exprimer sur la radio libre. Donc quand on fait de la merde, on baisse sa tête et voilà, on reste. Pour manger le caca. Une petite souris, quoi. Voilà. Mais beurette, du coup, pour moi, c'est pas du tout insultant. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui revient des fois. Attends, Azod, alors, attends, je vais dire d'où ça vient. Non, je vais te dire d'où ça vient. Et c'est vrai que c'est déjà un débat qu'on a déjà eu avec des plus jeunes, parce que sûrement tu dois pas être de la génération des gens qui ont 30 ans comme moi, mais plutôt tu dois être plutôt 10 ans plus jeune, ou peut-être non. T'es de quelle génération? Parce que la marge des beurs, c'est moi je vais avoir 27 là, donc voilà, donc la marge des beurs, c'est de notre génération, et donc une beurette, c'est juste une jeune beurre. Effectivement, c'est pas une expression qu'on utiliserait pour Fatima 62 ans, mais par contre Fatima 22 ans, ça peut être une beurette, et c'est pas du tout c'était presque, même à une époque, c'était presque ça avait presque un côté compliment, parce que ça, non, mais plus maintenant, arrête de la faire à l'envers. À l'époque, et mais là, il parle pas à l'époque. Là, il parlait de moi en utilisant le mot beurette. Arrête d'essayer d'inverser les choses. C'est resté dans l'argot. Non, moi, je pense que c'est toi qui inverses les choses, un peu comme les gens qui disent, un peu comme les gens qui, dans la loi, ont réussi à faire passer le terme nègre comme un terme péjoratif. Arrête, laisse parler. Tu t'écoutes parler, en fait. Je crois que c'est ça ton problème, en fait. Oui, c'est ça, oui. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'autre chose, qu'on puisse débattre d'un peu d'autres choses. Azot, il y a un festival. La parole un peu à d'autres personnes. Oui, bien sûr. Comme venant de toi, je prends ça pour un compliment, du coup. Il y a des dames qui est là aussi. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'autre chose. Ils n'ont pas demandé. Juste un truc. Aujourd'hui, à notre époque, tu peux dire ce que tu veux, mais le terme beurette est péjoratif. Il n'est pas assigné à des personnes. Moi, personnellement, quand tu parles d'une personne qui est beurette, c'est une meuf. C'est pas grave, parce qu'il faut dire un truc, c'est qu'il y a une supériorité. Bah, chicha, quoi, voilà, pouf, quoi. C'est ça. Encore une fois. Arrête de faire oui, c'est bien, bah, non. Enfin, moi, quand je dis ça, ça me fait pas plaisir, et je suis en droit, et laisse-moi finir, et je suis en droit de réagir. Après, les personnes qui ont dit ça, je sais que c'est des personnes qui sont mentalement instables et perturbées, mais c'est pas un terme que j'ai envie d'entendre ou de lire sur le chat, tout simplement. Est-ce que crouille, ça te va plus? C'est tout. Après, j'aimerais qu'on parle un peu d'autre chose. Est-ce que sur le chat, parler de... Non, alors, je tiens à dire juste sur le terme nègre... je sais pas, de ce que vous voulez, en fait. Du coup, je voudrais juste répondre à la question de JBLux. Il me dit d'y aller mollo avec le terme nègre. Je rappelle que tous les ans, il y a dans un des pays d'Afrique noire, en fait, le festival des arts nègres. D'ailleurs, dans les pays d'Afrique francophones. Hein. Donc le festival des arts nègres, qui a eu lieu d'ailleurs, je crois, en Côte d'Ivoire il y a un an. C'était le 50e anniversaire il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et c'est un terme qui est pas du tout péjoratif. Alors en France, juridiquement, il y a des textes jurisprudentiels qui ont reconnu que ça avait une connotation esclavagiste, etc. Bon, encore des bien-pensants de juges qui estiment que des termes ne doivent pas être utilisés. Moi, ça me dérange pas. Hein. Encore une fois, c'est vrai que publiquement, j'utiliserais peut-être pas ce terme-là, et encore moins professionnellement. Mais par contre, voilà, pour moi, il n'y a pas de côté négatif quand on dit à une personne que c'est un nègre. Je pense qu'il l'est depuis la naissance, il le sait. Et il n'y a pas d'élément négatif derrière cela. Maintenant, effectivement, ceux qui estiment que lorsque tu dis à quelqu'un que c'est un nègre, que c'est une insulte, moi je pense que c'est lui qui a un problème, quoi. C'est juste un fait. Dire que quelqu'un est blanc parce qu'il est albinos, c'est un fait aussi. On s'en fout. S'il a les yeux rouges, s'il a les yeux marrons, les yeux marrons. C'est pas, il y a pas de. Non, je pense qu'il préfère qu'on dise noir, quoi. Dire non. Mais là, tu vois, la connotation est un peu biaisée, parce que tout à l'heure, Seward on parlait justement, enfin tout le monde en fait, on parlait du langage des débats. Là, on n'est pas dans ce cadre-là en fait. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler de choses différentes, ou peut-être de cinéma, Mankind qui parle de ça.
Et Azad, tu as fait une petite analyse pas le temps de lire. Parce que j'ai juste feuilleté l'article, mais sans pour autant. Non, j'ai pas le temps. J'étais avec ma grosse. J'ai pas le temps de. Parce que vraiment, j'ai bien envie de savoir si c'est. Non, mais si, en fait, c'est ce qui a posé les prémices de beaucoup d'études aux États-Unis, mais c'est une étude qui a été totalement démontée depuis les années. C'est très ancien. C'est en 67. Il avait été fait avec un échantillon trop faible, etc. Depuis, elle a été totalement démontée, cette étude. Dommage. J'ai failli trouver un truc croustillant pour toi. Mais comme je te dis, si ça t'intéresse vraiment, va voir les études sur les jumeaux monozygotes. C'est eux qui démontrent par A plus B quand ils sont élevés dans des foyers totalement différents, qui démontrent par A plus B. T'as aussi d'autres exemples, comme par exemple l'exemple des Coréens. Je sais pas si tu sais, les Coréens ont dans les QI les plus élevés au monde, qui soit en Corée du Sud, qui est un des pays les plus riches au monde, et en Corée du Nord, qui est un des pays les plus pauvres au monde. Tu vois. Et les Coréens du Nord ont également un des QI les plus élevés au monde. Donc ça veut dire que la génétique nous condamne un peu. Bah, ça veut dire que quand tu choisis ta meuf, ça a de l'importance pour tes enfants, mais je pense que tu t'en doutais en fait. Au fond de toi, tu t'en doutais. Tu prends pas la première SDF qui a toutes les dents pétées et qui est trisomique 21, tu vois, pour faire des enfants. Genre, si tu veux faire que des enfants avec elle. Ça s'appelle du fétichisme sexuel. C'est une maladie mentale. Enfin. Donc effectivement, en fait, sans le vouloir, quand tu fais de la sélection, quand tu es un peu exigeant vis-à-vis de ta partenaire, ou enfin de ta partenaire de reproduction, je parle, hein. Pas pour avoir juste un rapport sexuel comme ça. Mais tu vois, Mati, elle est avec un mec qui est super grand et qui est mannequin. Pas mannequin. Si t'es sélectif, en fait, c'est pour une bonne raison, c'est parce que de façon inconsciente, tu fais ce qu'on appelle de l'eugénisme en fait. Et sauf que l'eugénisme, tout dépend de la définition. Il y en a qui disent voilà, cette forme d'eugénisme qui est naturelle ne serait pas un eugénisme parce que l'eugénisme c'est uniquement quand c'est contrôlé par l'homme. Donc si ta vision de l'eugénisme c'est uniquement lorsqu'il y a contrôle de l'homme, est-ce que ton contrôle inconscient est un contrôle oui ou non? Là encore on remonte dans un autre débat philosophique à un autre niveau. Mais pour moi en tout cas c'est de l'eugénisme parce que ça soit conscient ou non ça ne change rien selon moi. Pour d'autres personnes je peux comprendre que ça change. Au final tu choisis un partenaire et pas le premier venu. Tu es exigeant et ton exigence montre en fait que tu es eugéniste. Si tu ne l'étais pas du tout, si par exemple tu donnes ton sperme à tout le monde, bah là tu vois t'as une relation totalement inverse. T'es totalement en fait t'es soit d'hygiéniste soit concrètement t'en as rien à faire. T'es totalement indifférent à cette question. Mais c'est pas ce que prouvent les relations humaines, notamment lorsque on est dans le cadre de couples monogames hétérosexuels. Qui est plus forcément la norme aujourd'hui d'ailleurs. Ah, qui est complètement remise en question. Oui, voilà, exactement. Très bon. Je sais pas si t'as vu, en plus, il y a une news qui est tombée, genre, avec un couple polyamoureux. Et en fait, là, on s'est aperçu que, en fait, le mec, la meuf lui suffisait pas parce qu'il a partagé avec 3 autres mecs. Il allait se défouler sur l'enfant de quelques mois. Ah oui, j'ai vu qu'il avait battu le gosse. Non, il l'a violé. Ah, il l'a violé? Ah oui. Ouais. Il avait quoi, je crois 4 mois, un truc comme ça. Putain, c'est horrible. Ouais, enfin bon, après, je pense qu'il faut quand même faire attention à la droite réactionnaire américaine, c'est qu'ils prennent des exemples et si tu veux, après derrière, ils en font tout un truc pour justifier leur propagande. Voilà, on ne tombe pas dans le piège. Toute leur propagande aussi. Moi, évidemment ici sur ce Discord, je passe pour une personne de droite, mais faut pas oublier que la droite, elle a ses torts aussi, et vivre dans un monde de droite, c'est pas pire, mais c'est aussi pourri que de vivre dans un monde de gauche comme on est dans celui dans lequel on est aujourd'hui. On n'est pas dans un monde de gauche là. On n'est pas dans un monde de gauche. Bah non, pas trop. Hein. Bah, va dire ça, et surtout sur Discord. Va dire ça aux gens sur Discord. Ah oui, le RSA, tout ça. Si avec le RSA, c'est logement pour tous. Attends, combien de personnes qui vivent dans des bidonvilles en France? Non mais c'est logement pour tous, c'est stupidité pour tous. C'est t'as pas à réfléchir, t'as une retraite. Même si tu sais pas mettre de l'argent de côté, t'as l'État qui te met de l'argent de côté au cas où t'es malade, au cas où tu perds ton job, au cas où t'es machin. T'as sans arrêt un État bien pensant qui est derrière toi, pour faire en sorte que tu restes un handicapé mental à vie,
pour que tu aies jamais à réfléchir, jamais à mettre de l'argent de côté, jamais à anticiper les moindres problèmes, parce que si tu as un vrai problème dans ta vie, tu pleures, tu vas devant une assistante sociale, tu pleures, et elle va trouver une solution pour que tu puisses manger au resto du cœur, pour que tu puisses faire je sais pas quoi, mais t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va t'aider. Et il y a les accidents de la vie aussi. Donc ça s'appelle en fait l'assistanat généralisé, et aussi... Non, ça s'appelle l'État-providence. Si tu veux, c'est la preuve même aussi du gauchisme. Ça s'appelle l'État-providence. Si tu veux faire un discours, encore une fois. L'État-providence. Si, c'est l'État-providence. C'est l'État tout court, en fait. Non, c'est ce qu'on appelle, ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle l'État-providence. Non. Cherche tes sources, moi je suis pas prof, il est presque 3h du matin. Oui. Alors, on connaît tous l'État-providence. Attends, laisse-moi. Azot, t'aimes bien balancer des mots un peu compliqués pour. Mais tu sais pas de quoi il parle. C'est pas moi qui dis l'État-providence. C'est pas moi qui dis l'État-providence. Il y a Kebab. La Cascou, il va te muter. Il y a Kebab Street et il y a d'autres gens qui aimeraient intervenir. Donc, c'était juste pour venir. Voilà. Ok? Ce que je veux dire par là, Azot, c'est surtout quand tu es en train de dire que on est de gauche, je sais pas quoi, parce qu'on profite énormément de ce que l'État, en gros, nous mâche le travail. Mais derrière, demain, je suis désolé de dire ça, je le souhaite pas, je touche du bois. Mais demain, ta mère est malade et je pense que tu serais bien content de pouvoir, que l'État soit derrière pour pouvoir l'aider dans tout ce qui est pour ses soins et quoi. Je préférais que ça soit moi. Donc tu préférerais que tu galères, que pas forcément l'argent. D'accord, non, je suis désolé, mais derrière, on a l'avantage d'avoir cette aide de l'État comparé aux États-Unis qui, eux, si t'as pas d'argent, tu crèves. C'est ça. C'est normal, oui. Donc ça pousse les gens à travailler, en fait, à être utiles, pas à avoir des parasites. Mais quand il y a des accidents de parcours, en France, tu passes ton temps à financer des parasites, oui, c'est ça. Mais non, mais quand il y a des accidents de parcours, faut bien avoir. Tu t'assures contre ça, en fait. Mais oui, mais tout le monde peut pas. Aux États-Unis, t'as des gens, ils travaillent plus à vie. Parce qu'ils ont des accidents de parcours, t'as des militaires à 22 ans, ils ont marché sur une mine en Afghanistan, pas de chance, ils sont pris en charge à vie parce qu'ils étaient assurés en fait. L'armée les oblige à ça. Alors là, c'est encore autre chose. L'armée les oblige à payer une assurance. Mais bon, l'armée c'est peut-être pas le meilleur exemple en effet, puisqu'on est encore sur de l'étatisme. Mais tu prends d'autres aspects. Tu prends quelqu'un qui travaille dans le secteur des BTP, ou dans une usine, par exemple, dans n'importe quelle usine, il s'assure. Et évidemment, s'il lui arrive un pépin, s'il perd l'usage de sa jambe alors qu'il a absolument besoin de sa jambe pour travailler, il est indemnisé à vie par sa société d'assurance. S'il s'assure pas exactement comme en France. Mais s'il s'assure pas... Oui, c'est la liberté de choisir. Si tu t'assures pas, tu payes les conséquences. Oui, on est obligé en France d'avoir une assurance complémentaire. Mais s'il y a un accident au travail, etc., c'est l'État qui prend en charge ça. C'est ça le problème. Ça veut dire nous. C'est pas le problème. Ça veut dire c'est la collectivité qui prend en charge. C'est la collectivité, oui. Elle sert à ça. Non, la collectivité, elle sert pas à être l'esclave de tous les abrutis qui font n'importe quoi. Mais pas que des abrutis qui font n'importe quoi. C'est un jugement de valeur que tu mets. C'est un jugement de valeur que tu mets. Tous les gens qui se blessent au travail, notamment, c'est pas des abrutis. C'est normal. Mais attends, j'ai l'impression que tu comprends pas un truc en fait. C'est ce que toi, aux États-Unis, la même compagnie d'assurance, tu vas payer moins cher, tu vas payer 2 fois moins cher qu'aux États-Unis, alors qu'ils ont un salaire à peu près, en net, il est 2 fois plus élevé en moyenne, en net. En brut, non, parce que l'État prend tellement. Je sais pas si tu sais, en France, l'OCDE qui prélève le plus sur les salaires des individus dans tous les pays de l'OCDE. Donc, je crois qu'on est en taux de prélèvement obligatoire, on est à plus de 70%. Il y a personne qui nous bat. On est devant la Finlande, on est devant tout le monde. Donc oui, évidemment, quand tu es à 70% de taux de prélèvement obligatoire en moyenne sur les revenus que génèrent les Français, oui, clairement, on peut pas dire qu'on est dans un gouvernement de droite qui fait l'apologie de la liberté. On est plutôt dans un gouvernement de gauche qui fait l'apologie de l'État organisateur, de l'État, de l'hyper-bureaucratie de Bercy. Voilà, on est dans du dirigisme. Mais du coup, c'est tout à fait normal après qu'il redistribue vu que beaucoup. Encore heureux qu'il redistribue un peu, oui, par rapport à ce qu'il prélève. Ah ouais. Encore heureux qu'il redistribue un peu, surtout que s'il prend beaucoup, c'est justement parce qu'il dit vous inquiétez pas, je vais redistribuer. Parce qu'en plus tous les mois on a les cotisations. Il redistribue pas grand-chose, sauf sous forme de salaire à ses fonctionnaires. Ça oui, il y a des fonctionnaires qui sont très contents que tous les Français militent
pour qu'il y ait de plus en plus de fonctionnaires dans ce pays. Ça, c'est vrai. Ah, c'est pas ce qui arrive, hein, pourtant. Ah bah ça effectivement, au bout d'un moment, je crois que les illusions s'estompent. Oui. Non, mais au bout d'un moment, effectivement, quand on comprend qu'un fonctionnaire apporte pas grand-chose au pays, bah si, en moyenne, ça le fait tourner. Hein. Je veux dire, la RATP, faut que ça fonctionne quand même. Hein. Oui, et maintenant qu'ils ont enlevé, ils ont dégraissé. Ils ont enlevé. Quand on demande au mairie de créer des jobs, pour les prisonniers qui sortent de prison, qui trouvent pas de boulot. Et donc la mairie, elle essaie tant bien que mal d'inventer des jobs qui n'existaient pas hier, en créant des jardins publics qui seront entretenus par les anciens détenus. Tout ça, c'est pas utile parce que c'est payé sur le dos de tous ceux qui travaillent dans des métiers utiles à la société. Et donc, évidemment, la mairie n'est pas efficace là-dessus. Elle fait plus l'objet de création d'emplois pour la convenance de tout le monde, et parce que, évidemment, pour des raisons psychologiques, elle a envie de faire en sorte que ces malfrats bénéficient de programmes de réinsertion efficaces. Mais encore une fois, à chaque fois, c'est des échecs cuisants, et surtout, in fine, ce qui se passe, c'est que les Français ont de moins en moins le droit de choisir. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, encore une fois, je dis voilà, il faut aller jusqu'au mur maintenant. Moi, j'espère qu'on va finalement atteindre les 100% de prélèvements obligatoires. Comme ça, vraiment, plus personne contestera le communisme en place. Et ensuite, on aura des rations. Moi, j'espère, voilà, juste ça, qu'on ait tous des tickets restaurants, des tickets machin, qu'on ait plus de salaire. Et comme ça, voilà, on vivra le paradis communiste. On est loin du communisme. Écoute, s'il y a 70% de prélèvement des richesses, t'es pas dans un monde communiste déjà, ou ou en tout cas dans une forme qui se déplace vers le communisme. Je vois pas ce que c'est en fait. Les gouvernements là successifs, ils ont une tendance centre plutôt qui vire à droite. Non mais c'est pas parce que ils vont faire. En quoi ils virent à droite? Vas-y, dis-moi, en quoi ils virent à droite? Sur quel axe ils sont de droite? Moi, là, on a savoir, c'est bien de dire qu'ils sont de droite, c'est pas parce que BFM on avait eu Hollande, mais on a eu Sarkozy avant. Pourquoi ils sont de droite, et maintenant, depuis les chocs qui ont fait effondrer même le PS, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura que des gouvernements soit macroniens, soit de droite, parce qu'à gauche, c'est foutu, ça passera plus jamais. Il y a toujours le truc avec Macron, il est de gauche, mais attends. Mais non, mais il est pas ils sont tous de gauche, d'accord, même Sarkozy ou Chirac, etc. Même Sarkozy ou Chirac. Tu regardes, c'est simple. Cite-moi un seul président qui a réduit de façon effective les taxes pour les Français en moyenne. Voilà. Je te parle pas de réduire les taxes effectivement pour les 1% les plus riches. Je te parle pas de réduire les taxes pour les plus pauvres. Ça, c'est ce que fait Macron et Hollande d'ailleurs. Moi, je te parle de réduire les taxes en général pour l'ensemble des Français. Tu es en train de me faire dire que en fait même le RPR, etc., c'était à gauche. Moi, je te dis, montre-moi, d'accord, un seul mandat généré par un seul président, d'accord, même De Gaulle, même qui tu veux, d'accord, en France depuis la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle, carrément. Non, on pourrait même faire depuis la Troisième République. Allez, depuis 1870. Depuis la fin de Napoléon III, montre-moi un seul gouvernement qui n'a pas fait une chose. Attends, tout de suite. Augmenter le taux d'imposition global des Français. Parce que ce qui se passe, en fait, d'accord, dans ce pays, comme dans beaucoup de pays qui ont fait l'apologie du socialisme, l'Angleterre avant Thatcher, c'était encore pire que la France, encore plus communiste que la France. Donc jusqu'à Thatcher, Thatcher a été un peu celle qui a refait, qui a donné un coup de respiration à l'Angleterre, mais bon, in fine, ils vont revenir comme la France, c'est-à-dire ils vont aller vers le socialisme de plus en plus. T'as trouvé que Thatcher, c'était pas mal ce qu'elle faisait du coup? Comment? Bien sûr. Thatcher, elle a sauvé le pays pour moi, mais bon, après, elle l'a sauvé sur 2 mandats et puis après c'est fini, quoi. Donc voilà. Mais on sait jamais. Peut-être que la France, évidemment, peut-être qu'un jour elle ira dans un autre sens. Mais moi, ce que je te dis, c'est simple, c'est toutes ces belles personnes qui sont au gouvernement. Ça serait bien de prouver qu'est-ce qu'ils ont fait de droite, parce qu'à part faire de la réglementation sur de la réglementation, et donc créer en France une économie dirigée, ce qui est quasiment la définition d'un État communiste, qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord, sous Sarkozy, sous Chirac, sous qui tu veux, d'accord, qu'ils aient des étiquettes de droite ou de gauche. Effectivement, Chirac est à droite par rapport à Jospin, c'est-à-dire qu'il est moins socialiste que Jospin, mais il reste un socialiste convaincu comme tous les autres.
Aucune personne n'a en France voulu abolir la sécurité sociale. Abolir la sécurité n'a sociale. réduit les minima sociaux. Non, mais abolir la sécurité sociale. Aucune personne n'a réduit le niveau du SMIC. Réduire le SMIC. Donc c'est bien comme mesure. Ces gens-là ne font qu'une chose. C'est des mesures qui vont aider financer le système social, aider sans arrêt les pauvres sur le dos de qui? Alors il y en a qui, comme Mitterrand, qui ont essayé de le faire sur le dos des riches, ça a été une catastrophe, des ultra riches, je parle. Et vous avez tous les autres qui l'ont fait finalement sur la classe qui coûte le moins cher et qui, par masochisme mental, en demande encore plus, c'est la classe moyenne. Et c'est elle qui paye, et qui est d'ailleurs de plus en plus petite à chaque fois en France, et qui paye sans arrêt pour tous les autres. Parce que oui, les grands bénéficiaires des lois sur les 30 dernières années concernant les allègements fiscaux, c'est deux catégories de population, ceux qui gagnent rien parce qu'ils ont de plus en plus d'aides sociales, et c'est ceux qui gagnent énormément parce qu'on a besoin de leurs capitaux pour créer du job en France. Donc oui, c'est vrai, le 1% le plus riche est pas taxé parce qu'ils ont des capitaux mobiles. Donc si on les taxe trop, ils mettent leur argent dans un autre pays. Et s'ils en ont pas, eh bien, s'ils ont pas de, si on n'a pas de capitaux, voilà, c'est catastrophique pour les emplois en France. Donc oui, on les taxe pas. Et les pauvres, les pauvres. Évidemment, en France, il faut les aider, il faut leur donner un logement, il faut envoyer leurs enfants au centre aéré gratuitement, en colonie de vacances gratuitement. Enfin voilà, vous connaissez tous les systèmes d'aide qu'il y a en France. Il y en a des milliers pour des milliards d'euros qui sont à chaque fois sur des secteurs différents. Vous voyez des associations pour que les petits jeunes de quartier ils puissent évidemment avoir accès à un emploi, donc qu'ils puissent vendre des kebabs et tout ça, parce que pour vendre un kebab, aujourd'hui c'est impossible avec des jeunes parce que c'est catastrophique, quoi. Mais bon, sur d'autres aspects, ça va bien. Hein. Si on enlève l'économie, voilà, ça se passe bien. Ouais. Enfin, là, Macron, il a mis un sacré coup au pied dans la sécurité sociale avec ses dernières réformes là, où justement, là, c'était la fin de l'été. Il avait réformé donc le chômage là, et il avait arrêté de faire une indexation en fait, on voyait sur les feuilles de salaire qu'il n'y avait plus de cotisation en fait pour le chômage, il y a plus du coup ça s'est remis comment dire, je suis un peu fatigué là, ça s'est remis dans, en fait c'est pris directement dans le reste des dans la partie CSG, quoi, presque. Donc oui, il a mis un sacré coup de pied dedans déjà, et ça avère le démantèlement de tout ce qui est sécurité sociale, quoi. Donc ça, c'était pas mal. C'est une bonne avancée. C'est bien ménagé. Il y a des modos. Alors justement, je participe pas parce que je vous avoue que je suis KO. J'ai beaucoup d'MP et on me pose la question. Alors normalement, Alberger, il m'a dit que lui, il était animateur et pas modo. Mais enfin, grosso modo, pour moi, c'est la même chose. Et il y a un autre qui s'appelle Arthur, il me semble. Arthur, oui. Arthur, et je vois personne ici, donc j'ai l'impression que c'est un peu la roue libre. On me demande par MP, mais arrête d'être aussi sarcastique, putain, c'est pénible. Ce que je dis, c'est que pour moi, il y a que ces modos-là, quoi. Enfin, je connais une restructuration dans le corps en ce moment. Non, il n'y a pas de modo. C'est vrai, Gibellus. Alberger, il y a Tillard qui essaie de lancer le diète contre Alberger, il y a des gens qui se sont barrés, Nassia et tout. Oui, Nassia, ce nom me dit quelque chose, ouais. Je l'ai vu sur le chat. J'espère qu'Alberger va percer dans. Je préfère que Panini ait les droits que Alberger. En fait, Tillard est en train de lancer le diète contre lui. Il prépare les armes. Et Panini, c'était pas un modo à un moment où. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il était modo, moi. Non, je ne pense pas.
Il n'est pas encore. Panini, il attend ses droits, mais apparemment, ils arrivent à pied ou alors ils sont bloqués dans un. Non, mais honnêtement, je pense que Panini, il s'est calmé maintenant, mais à une époque, c'était une mauvaise idée. À une époque, c'était une mauvaise idée, quoi. Au début, il était fragile parce qu'il parlait de. Le problème, c'est que comme il est zoophile, il est. Ah oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, mais si je me rappelle. Les zoophiles, en fait, au début, il était très fragile sur ce sujet. Et justement, à force de le critiquer, il s'est endurci. Et honnêtement, maintenant, c'est agréable de parler avec lui. C'est vrai qu'il peut pas parler avec tout le monde parce que comprendre la zoophilie, c'est pas donné à, on va dire, à tout le monde non plus. Attends. Mais par contre, quand on fait des débats intéressants, et ça m'est déjà arrivé d'en avoir avec lui. Il participe souvent. Ouais, Panini, c'est quelqu'un d'intéressant, clairement. On a le droit, tu m'excuses Azad, mais on a le droit de pas trouver ça, enfin, on a le droit de pas être d'accord et de pas vouloir. Je vais arrêter de donner des. Que tu vois, comprendre la zoophilie. Des évidences, en fait. C'est mais pas. qui a dit que t'avais pas le droit, en fait? Pourquoi t'aimes te victimiser? Non, c'est pas ça, c'est que je me rappelle certains échanges qu'il y avait par rapport à ça, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'ailleurs. Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que Panini disait des choses où il faisait croire que, en fait, il parlait en même temps que les gens. Et quand on demandait qui a dit ça, il faisait en sorte qu'on croit que c'était pas lui. Tu vois? Donc en fait, ça a amené un peu de l'ambiguïté et des conflits débiles. Donc le troll, non, c'est. Je sais qu'on a beaucoup ici, mais voilà. Donc ma question, c'était qui sont les modos et parce que pour moi, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, Arthur, non. Et il n'y en aura pas vraiment ce soir à Montcalberger. Je ne pense pas. Pour notre plus grand bonheur. Il faut attendre peut-être Alberger qui va peut-être. Heureusement qu'ils ont mute oui avant. Justement, ça part en roue libre. C'est mieux. Qui est en roue libre, selon toi? Qui a violé la charte, par exemple? Met-il est-il Non, mais quand c'est dans le chat, on s'en fout, en fait. À partir du moment où il ne s'évise pas sur le vocal, il n'y a pas trop de problème. Je pense qu'il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de. C'est bien passé. À l'écrit, tu vois, tu peux bloquer, il n'y a pas de. À l'écrit, c'est le souk, c'est. Non, mais à l'écrit. Comment si t'aimes pas quelqu'un à l'écrit, tu peux me débarrasser. Tu bloques, t'as juste à le bloquer. Il y a un mec qui me colle au dos. Bloque-le. Mais tu fais clic droit bloqué, tu vois plus ces messages en fait. Mais je peux vous demander si Met-il est un troll connu. Moi je connais pas. Ça fait un troll, il parle normalement. Hein. Ah d'accord, je le bloque, merci. Mais non, il parle normalement. Ah ouais? Si je le bloque, je pense pas qu'il troll. Hein. Après, si comme disait JB, si vraiment il t'embête, en fait, tu cliques droit et tu le bloques. Par contre, si tu veux vraiment voir ces messages, tu pourras toujours, tu vois, parce qu'il y a marqué message masqué, mais bon, faut pas cliquer quoi. Après, tu sais, t'auras toujours des gens avec qui t'es pas d'accord, avec qui. Non, mais tu seras insulté par des trolls qui te. Ça, c'est commun ici, tu vois. Si tu t'y habitues pas. Quelque part t'es un peu perdu ici quoi, mais après pour parler de la radio, moi j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Bon, c'est parti un peu en live à un moment, mais c'est normal parce qu'il y a toujours une heure où les démons sont sortis comme on dit, mais globalement je trouve que ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Comparé à hier où c'était vraiment c'était plus chaud. Mais globalement ça s'est bien passé. Bon, du coup, pour reprendre les débats, donc j'essaie de lire les questions à l'écrit, donc il y a eu 2 questions que j'ai relevées, qui me sont tag. Johnny Gomuscu qui me dit « Et pourquoi tu ne veux pas taxer le capital? Je suis pas économiste, tu expliques. » Et ensuite, il y a ZZ qui demande la privatisation peut-être. Alors, pourquoi ne pas taxer le capital? En fait, il s'agit pas de pas taxer le capital, c'est soit tu es dans l'idée d'un monde internationalisé dans lequel en fait on s'accorde tous pour dire le capital est taxé à hauteur de X% dans 100% des pays du monde, donc tous les pays doivent être d'accord, soit on est dans la situation avec laquelle on est aujourd'hui, où tous les pays, même au sein de l'Union européenne, sont pas d'accord pour taxer les capitaux de la même façon, et auquel cas il y a une compétitivité entre tous les pays qui font que si tu veux recevoir ces capitaux, tu dois être plus attractif que ton voisin.
Et c'est ça, et si tu veux, c'est ça le piège. C'est pour ça, moi, c'est pas forcément que je veux pas que le capital soit taxé. Moi, d'ailleurs, d'un strict point de vue populaire, moi, la catégorie qui me peine, c'est celle aussi, évidemment, à laquelle j'appartiens, et parce que je suis pas assez intelligent. Mais moi, j'appartiens à la classe moyenne et à la classe moyenne supérieure, notamment, et c'est celle qui se fait massacrer en France, fiscalement parlant. Et donc, évidemment, celle qui ne se fait pas massacrer, c'est cette taxe du capital. Donc, moi, je trouve ça injuste que les gens qui touchent 4 000 euros par mois, ou 5 000, 6 000, 7 000, ils soient plus taxés que les gens qui en gagnent 30 ou 40 000 par mois, ou encore plus, donc ou des millions. Donc, évidemment, je trouve pas ça juste d'un point de vue fiscal. Néanmoins, ce qui chagrine dans ce cas-là, c'est que je peux comprendre aussi qu'on fasse pas autrement, parce que les gens qui ont des milliards à investir, tu as envie de les attirer chez toi, les milliards. T'as pas envie qu'ils soient investis ailleurs. Exactement comme les gens ont fait en sorte que les milliards soient investis au PSG. Les milliards du Qatar qui sont investis au PSG, c'est de l'argent qui rentre en France. Tous les salaires qui sont versés aux footballeurs, ils sont soumis à cotisations sociales. Ces cotisations sociales, c'est de l'argent qui rentre pour la plupart des prolos français, hein. Parce que quand ils sont malades, etc., ils sont bien contents d'avoir des millions de cotisations sociales grâce à une poignée de footballeurs. Donc, évidemment, il faut être capable d'attirer les capitaux. Pour attirer les capitaux, il ne faut pas les fiscaliser. Donc, ça crée évidemment une fiscalité en deux temps. Donc, évidemment, vu qu'on a un impôt progressif, on a les gens de la classe moyenne qui sont de plus en plus étranglés, plus ils touchent de revenus. Donc, ça les motive pas franchement à travailler ou à faire des heures sup. Et on a évidemment tous ceux qui sont au SMIC et en dessous, qui eux payent rien. En fait, c'est même l'inverse. Ils ont ce qu'on pourrait qualifier d'impôt négatif, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des impôts. En fait, au lieu d'en payer, ils en bénéficient. Ils en reçoivent indirectement par l'État sous d'autres formes, via des logements gratuits, ou sous forme de logements type HLM, ou ils les ont par différentes aides sociales, la CAF, etc. Bon, la CAF c'est encore autre chose, mais bref. Tout ça, c'est juste pour expliquer. Moi, je ne suis pas pour d'un point de vue moral. Si tu veux tout savoir, Johnny Go Muscu, moi c'est simple, je voudrais juste qu'il y ait qu'un taux d'imposition pour financer le train de vie de l'État, que l'État ne se mêle le moins possible de l'économie, et qu'il y ait qu'un taux. Genre par exemple que de la TVA. Pour moi, la TVA c'est le seul impôt juste. Et ça, pour information, donc moi c'est mon métier, hein, je suis expert comptable. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était une des premières questions philosophique un peu que nous avait posé notre professeur de droit fiscal, c'est qu'est-ce qu'un impôt juste? Est-ce que pour vous la TVA c'est un impôt juste? Est-ce qu'un impôt progressif c'est un impôt juste pour vous? Et suivant la réponse que vous allez, qui va découler de votre esprit à cette question, et je peux vous dire qu'on était une classe de 30 élèves, il y avait quasiment 30 avis différents sur ce qui était un impôt juste, je peux vous assurer que c'est une question extrêmement propre à chacun. Qu'est-ce qu'un impôt juste? Voilà, est-ce que la TVA pour vous c'est quelque chose de juste? C'est le plus injuste des impôts. Je rappelle que d'un point de vue des droits, et là on tombe vite dans la dissonance cognitive de gauche, hein, d'un point de vue des droits de l'homme et l'humanisme, les droits de l'homme sont un pilier idéologique de la gauche. Seuls sont humains pour les droits dans la charte des droits de l'homme. Seuls sont humains les impôts proportionnels. Les impôts progressifs sont dits anti-humains. Et je rappelle que et je rappelle juste c'est dans la Constitution ça aussi, que les libéraux purs, qui est sûrement quelque chose que vous avez. Je finis juste là. Hein, je suis désolé, une phrase. Non, mais attends. Je rappelle juste que les libéraux purs ne seront ni en faveur de l'impôt proportionnel, ni en faveur évidemment de l'impôt progressif, mais sont en faveur de l'impôt dégressif, parce que l'impôt c'est quelque chose que vous payez à l'État en échange d'un service. Et donc, les milliardaires qui payent des impôts énormes, ils n'ont pas un service, ils n'ont pas un commissariat de police attitré juste pour eux, ou plusieurs d'ailleurs, vu ce qu'ils payent. Donc, ce qui se passe en fait à l'échelle nationale, c'est que ils payent des impôts sans avoir de retour de bénéfices directs là-dessus. Et donc, les libéraux sont pour un système d'impôt dégressif, c'est-à-dire plus vous gagnez de revenus, moins vous payez d'impôts. Voilà. Mais ça, évidemment, vous l'avez jamais entendu en France. Hein. Non, jamais, c'est la première fois. Et marrant que tu défendes une classe à laquelle tu n'appartiens pas, parce qu'au final, tu fais pas, comme tu viens de le dire, partie de l'élite, quoi. Et donc tu payes, donc tu es aussi victime, toi, de cette politique. Mais pourquoi tu la défends? C'est ça que je comprends pas chez les gens. Je suis le plus la victime, puisque je fais partie, comme je l'ai dit. Il n'est pas d'en bas. C'est bien pour ça que je comprends pas ce comportement de défendre cette politique, alors que tu fais partie des premières victimes. Je fais pas directement partie. C'est important d'avoir des jobs, c'est important d'avoir des gens qui travaillent dans notre pays. Et on a besoin de ces capitaux.
Non, mais la classe moyenne, tu fais partie de la classe moyenne, tu viens de dire. Donc, tu fais partie de celle qui est la plus taxée. Oui. On est d'accord. Voilà. Tu vois bien que la classe qui est au-dessus de toi, qui dirige tout et qui fait les lois, elle échappe complètement à tout ça. Tu vois. Donc, alors, pourquoi est-ce que les gens comme toi s'associent pas plutôt avec la classe qui est en dessous pour justement supprimer ce 1% qui fait chier tout le monde? Et c'est les mêmes. Mais oui, alors ça, effectivement, c'est ce que les prolétaires ne dénoncent pas. D'accord, mais c'est normal, ils y ont intérêt. C'est leurs intérêts, c'est l'intérêt des pauvres. C'est que les intérêts sont autant des parasites que les ultra riches. Et ça, c'est ce que ne disent jamais les prolos. C'est ce qui n'est jamais dit dans les médias. Mais si, pas du tout. Les prolos, pas du tout, puisque, encore une fois, pas du tout, parce que écoute, les prolos qui gagnent 1000 euros, si tu veux, ils mettent pas X%, 50% de leurs revenus, tu vois, dans des investissements, en fait, qui sont que de la fumée, parce que tu regardes les capitalisations, quand tu regardes la bourse, la branlée qu'elle a pris, tu vois, et tout ce que le retraité américain, il croyait que son 420K, il valait tant, mais en fait, il vaut plus rien. Là, tu vois, on est bien d'accord. Donc, toujours plus que ce qu'il a mis. Ouais, ça dépend quand est-ce qu'il l'a mis, tu vois. S'il l'a mis en décembre, attends, s'il te plaît, oui, mais écoute, on sait que tu vas partir et que tu vas revenir, donc je peux remplacer, mais écoute, j'ai pas parlé, là, ça fait 2 heures que je vous écoute, t'es marrante. Donc, je te disais, j'aimerais bien savoir, laisse-moi finir. Qui va venir intervenir pour la fin. Non, mais t'es gentil. Si le retraité il a commencé à investir en décembre là 2019, je pense qu'il est au fond du seau. Il est au fond du seau. Mais un retraité qui commence en 2019, c'est un con. Donc sauf si tu parles d'un jeune, auquel cas il aura toute sa vie pour se remettre de cet état. Hein, et il n'a pas dû cotiser grand-chose. Tu sais comment ça marche? Non, mais c'est le principe. T'as bien vu, là, depuis que Trump est là, on voit bien la bourse qui explose à la hausse. On connaît un petit peu les mécanismes, les rachats d'actifs. En fait, voilà. Donc c'est des gens qui s'auto-fellationnent, hein, tu vois. Ils regardent les chiffres grimper, ils se disent tiens, j'ai tant. En fait, tu sais très bien qu'une capitalisation, en fait, c'est du vent. On est d'accord, c'est du vent. Non, c'est pas du vent. Non, c'est faux. Si, c'est complètement du vent. C'est faux. Et d'ailleurs, la retraite par capitalisation, c'est selon moi la meilleure. Déjà, pour des raisons simples, c'est qu'elle ne fait pas culpabiliser les générations futures de ne pas faire assez d'enfants. Auquel cas, on n'a pas des politiques qui sont là à dire, écoutez, on a un déficit démographique structurel extrêmement important, il faut qu'on importe X millions d'immigrés pour compenser ça. Donc ça, c'est notamment l'Allemagne qui fait ça aujourd'hui. Vous avez donc ça déjà, grand problème de système par répartition par rapport à la capitalisation. Ensuite, vous avez une étude qui est tombée pas plus tard que l'année dernière, donc je cite celle-là, mais il y en avait évidemment énormément d'autres qui venaient avant, qui citait l'exemple que d'un retraité, qui comparait un retraité français à un retraité américain moyen, qui commence à placer le même montant pour la retraite dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui part en retraite en 2020. Donc il est vrai avant la crise. Et donc il donnait l'exemple, il disait c'est simple, pour 1 euro placé en 1970, le français ressort l'argent de son argent a rapporté 2 euros. C'est-à-dire que pour 1 euro placé en 1970, il repart à la retraite avec 2 euros. C'est ce que ça a généré en 50 ans. Aux États-Unis, pour 1 euro placé en 1970, il va repartir avec 25 fois la mise de ce qu'il avait mis en 1970. Ensuite, ils ont fait la simulation. Qu'est-ce qui se passe s'il part au plus mauvais moment, c'est-à-dire après, donc à l'époque, il n'y avait pas eu la crise du corona, c'est-à-dire après la crise de 2008. Et la mise, au lieu d'être multipliée, donc avant la crise, elle était multipliée par à peu près 18 ou 19, elle était quand même multipliée par 13 au lendemain, au pire moment en fait, au moment où les marchés étaient les plus bas, après la crise de 2008. Donc mathématiquement, le système par capitalisation est celui qui permet aux retraités d'avoir les retraites les plus élevées. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les Américains, en moyenne, ont les retraites les plus élevées aussi, et notamment beaucoup plus élevées que ce qu'on a en France. Mais si tu veux, moi je m'en fous. Hein. En France, on a un système de répartition, tant pis, on va le subir encore longtemps. Il y a pas de problème. Mais effectivement, mathématiquement, c'était une erreur. Mais jusqu'au jour où il y a tout qui se vote la gueule, parce que là, tu vois, mais si, parce que là, ça remonte. T'as acheté ta maison? T'as acheté tes propriétaires? Alors moi, je suis pas Nicodébus, mais. Ah pardon.
Mais effectivement, je suis propriétaire, mais pourquoi? AZZ, voilà, t'es propriétaire. Excuse-moi, t'as quel âge? À peu près, une fourchette. 40 ans. Ok. T'as fini de payer ton emprunt ou pas encore? Non, pas encore. Ok, normal. Très bien. La somme des intérêts que t'as géré, c'est ça qu'il a payé, le retraité américain. Chose que le français ne paye pas quand il place sa retraite, parce que soit ça part dans de l'OAT français, qui rapporte rien, donc ton argent ne travaille pas, alors que l'argent du retraité américain, il sert à financer les maisons quasiment du monde entier. Toi, ton projet IMO, il y a peut-être 25% qui vient des hedge funds américains. Et ce que je te dis par là, c'est que toi, tu vois, l'argent des intérêts que tu payes, tu le sens passer tous les mois. Même si les intérêts, c'est quoi? C'est peut-être 5% du montant, ou enfin voilà. Ce montant-là, c'est réel. D'accord? Il t'a vraiment prêté de l'argent, et parce qu'il t'a prêté de l'argent pour cotiser sa retraite, pour générer sa retraite, toi, tu lui rends tous les mois. Et moi aussi, je te dis, moi aussi. C'est 45% du montant. Ah ouais, putain, t'as emprunté un taux méchant, putain. Très méchant à la pire époque, peut-être. Ouais, sûrement, t'as pas dû avoir de chance, je te plains et je suis désolé pour toi. Mais écoute. 4,9, voilà, si tu veux ça. Ah oui, oh putain, ah ouais, mon pauvre. Parce qu'aujourd'hui, on a des taux. Enfin, moi, pour te dire, avec ma copine. Oui, je le sais très bien, mais vu avec mon revenu aujourd'hui, je suis dans l'incapacité totale de négocier quoi que ce soit, si tu veux. Donc, je suis léger, c'est comme ça. Ouais, je comprends. Dis-toi aujourd'hui. Ouais, enfin bon, bref. Les taux sont en dessous de 1%, très largement en dessous de 1%. Je sais. Et donc, bref, bon, pas de chance. Mais tout ça pour dire, bah voilà, encore plus toi qui payes un taux d'intérêt élevé, imagine le retraité américain, l'argent qui se génère grâce à toi. Alors oui, c'est vrai, par les intermédiaires financiers, par les banques, etc. Il a nourri pas mal de gens. Et en plus de ça, il t'a financé toi, et donc quelque part, il a accepté de prendre le risque pour toi. La vérité, c'est que ton crédit à 4,9%, sans le retraité américain, tu l'aurais peut-être eu qu'à 5,4 ou 5,5. C'est aussi ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une retraite par capitalisation en France. C'est que les gens qui veulent avoir leur bien immobilier, ils pourraient l'avoir pour moins cher, avec plus de capital disponible, en France ou ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Ils pourraient les avoir moins cher grâce aux retraites qu'on génère en France. Et on ne ferait pas culpabiliser les générations futures parce qu'elles font pas assez d'enfants. Oui, alors là, il y a plusieurs choses, parce qu'il me semble bien que le principe de la dette, aujourd'hui, tu vois, l'État peut pas créer sa propre dette, hein, on est d'accord avec ça. Il me semble que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait... Il peut créer sa dette, il peut juste pas faire d'émission monétaire directement. Il doit passer par la BCE. Mais la dette, si, t'inquiète pas, il vote des budgets déséquilibrés. Non, mais il peut pas s'emprunter à lui-même, c'est ça que je veux dire. Non, mais enfin indirectement si d'ailleurs, hein, parce que surtout la France, encore tu me dirais la Hongrie ou un petit pays, mais bon la France quand même. Non, je parle de la France, ouais. Ouais, voilà, la France avait quand même un impact énorme sur la BCE. Elle est obligée d'emprunter sur les marchés, tu vois. Sur les, donc forcément. Ça, c'est normal. Donc forcément, c'est peut-être le retraité américain qui finance peut-être à la base l'emprunt. Tu vois, les Américains, les retraités américains, ils financent pas la France. Ceux qui financent la France, c'est les Français principalement, et une grande partie des Européens, des contribuables européens, parce que on a tué depuis BAL 2, depuis la crise de 2008, on a flingué nos banques, et d'ailleurs les banques européennes vont extrêmement mal, hein, ce qui fait que il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde international qui estiment que demain il y aura plus que les banques américaines et chinoises qui seront en vie. On va tuer tout notre système financier en Europe pour finalement aller placer notre argent dans des banques chinoises ou américaines. Donc je sais pas si on gagnera au change. Tout ça parce qu'on a fait des lois très dures après BAL 2 pour éviter les crises. Et ce qui est selon moi déplorable, parce qu'on avait quand même des belles banques en Europe qui pouvaient aussi avoir leur place dans le reste du monde. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que même des banques françaises commencent à essayer de faire la racine à l'étranger parce qu'en France, ça rapporte pas grand-chose. Et pour vous expliquer c'est quoi BAL 2 ou BAL 3, c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt négatifs en France et en Allemagne. C'est une obligation d'emprunter une partie en fait de leur capacité de levier, de la financer via de l'OAT. Donc en fait, on oblige les banques à prêter aux États européens, et notamment prêter aux États les plus sûrs, réputés les plus sûrs. Ce qui évidemment offre une part du gâteau à la France et l'Allemagne énorme. Donc les banques sont obligées de le faire, elles peuvent pas le faire si elles le font pas, en fait, elles se retrouvent face à des sanctions gouvernementales énormes. Donc elles sont obligées de le faire,
Et c'est pour ça que, comme elles ont un flingue sur la tempe, elles sont obligées de prêter à la France et à l'Allemagne, et c'est pour ça qu'on a des taux d'intérêt négatifs. Donc, évidemment, ces taux d'intérêt négatifs ou très faibles font une chose, c'est qu'ils fragilisent nos institutions financières. Donc après, moi, je peux comprendre que tous les lobbies anti-banques, tous les antifas, etc., qu'on a, sont très heureux de voir la BNP se casser la gueule. Enfin, encore, la BNP, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux, mais voir la Société Générale se casser la gueule ou autre. Bon, bah très bien, hein, si vous voulez que demain on ait tous des comptes chez Bank of America ou Merrill Lynch, ou comment il s'appelle là, le feu Goldman Sachs, il n'y a pas de problème. Hein, moi, ça me dérange pas. Hein, je vous dis, moi, je m'en fous. Hein, mettre mon argent à la Société Générale ou chez Bank of America, ce sera comme ça. Hein, mais je trouve ça triste, voilà, qu'on tue nos institutions financières. Moi, je suis communiste à tel point que je nationaliserai les banques. Eh oui, tu ferais comme Mitterrand, la pire des choses. Mitterrand, il a pas nationalisé beaucoup. Hein. Alors, il a beaucoup nationalisé, et il a été obligé de beaucoup dénationaliser derrière aussi. Mitterrand a été obligé de pas mal privatiser parce que l'Allemagne et pas mal d'autres personnes en Europe lui ont dit, bah non, on construit pas l'Europe comme ça. Si vous voulez tout nationaliser, c'est sans nous en fait. On fait pas d'Europe, on fait pas d'Europe communiste. Donc voilà. Bon, de toute façon, petit à petit, le socialisme s'est emparé de l'Europe et aujourd'hui l'Union européenne, il n'y a plus grand-chose à dire. Et donc c'est pour ça que je t'ai posé tout à l'heure la question. Tu me disais qu'on n'avait plus de gouvernement de droite depuis je ne sais quand. Les privatisations, pour toi, c'est quelque chose de gauche? Les privatisations, c'est quelque chose de quoi? De gauche. Ah non, la privatisation, c'est quelque chose de droite. La nationalisation, quelque chose de gauche. On est d'accord, mais tu sais, depuis 83, je vais pas te l'apprendre, il n'y a pas eu beaucoup de nationalisation, il me semble. Donc, en quoi tu peux prétendre que on a des gouvernements de gauche depuis toujours? Alors ça, là-dessus, tu as raison. En France, on assiste, enfin en Europe, parce que l'Europe a des principes libéraux. Même si petit à petit, elle l'est de moins en moins. L'Europe, à la base, c'est fondé sur l'idéologie du libéralisme, d'ailleurs, évidemment promue par les États-Unis, en opposition au bloc soviétique. Et force est de constater que l'Europe de l'Ouest s'est mieux portée que l'Europe de l'Est, hein, au passage. Donc évidemment, au début, c'était sur fond d'un certain libéralisme. Maintenant, petit à petit, ça a été attaqué. Par contre, sur la question des privatisations, tu as raison. Même si on a souvent des politiques de gauche, ils peuvent pas privatiser. Le problème, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment l'Union européenne qui s'oppose à ça. Ils peuvent pas nationaliser. C'est l'Union européenne qui s'oppose à ça. Et donc là-dessus, tu as raison. On n'est pas sur la question des privatisations. On est plutôt sur une tendance de droite. Le problème étant que faire ça et en même temps, c'est depuis les mêmes années. Alors c'est à peu près un peu plus tôt. C'est depuis les années 73. On vote des budgets en déséquilibre. Et ça, c'est tout à fait les valeurs de gauche. À droite, on est pour la rigueur, une rigueur budgétaire stricte, pas de déficit. Et évidemment, c'est depuis les années, en gros, depuis que les 68 arts sont au pouvoir, qu'on assiste tous les ans à un grossissement de la dette. Et la dette, je vous rappelle, hein, en économie, c'est ce qu'on appelle de l'impôt différé. Donc c'est de l'impôt que paieront nos enfants. Voilà ce que font les États depuis les années 70. Tu la vois pas l'hypocrisie avec ces gros sabots là, parce que auprès de qui s'endettent tous ces budgets, comment on les finance, on s'endette auprès des marchés financiers. Donc qui les vote? Non mais qui les vote, peu importe qui les vote. Ah bah non, c'est le plus important, c'est eux qui ont le pouvoir. La finalité, c'est que les gens qui les votent, au final, on vote de la dette, mais en fait, au final, j'achète de la dette. Moi, tu vois, je veux dire, donc je peux voter pour la dette, hein, sans problème, puisqu'elle me rapporte de l'argent, finalement. Ah mais oui, tu gagnes de l'argent sur le dos de tes enfants, c'est bien ça le problème. Non, sur le dos des gens qui ont voté pour moi, plutôt, c'est ça que je veux te dire. Non mais attends, évidemment, quand je suis député, quand je suis député et que je vote un budget en déficit, tu vois. Sympathique, non mais on a droit à 3%, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Ah non mais
3% de déficit. 3%, c'est censé être la limite en cas de crise. Mais bon, évidemment, en France, on est bien au-delà de 3%, donc voilà, c'est un objectif. Non, la règle des 3%, on l'a respectée, sauf pendant les deux crises, il me semble, hein, sauf pendant celle de 2008 et sauf là, maintenant. Pourquoi avoir un déficit structurel de 3%? Pourquoi tu vas rajouter 3% sur la dette de tes enfants? Mais ne demande pas à moi pourquoi les instances européennes imposent un déficit de 3%. Non, mais tu dis n'importe quoi. L'Union européenne n'impose pas un déficit de 3%. L'Union européenne... Le SME, c'est ça, le SME, voilà, c'était ça, c'était moins 3%. Elle tolère un déficit de 3%. Ben voilà, elle donc... maximum 3%. Elle n'oblige pas les États à avoir 3%. C'est complètement différent. C'est que, si tu veux, les États gauchistes, gérés par des gauchistes, dans leur gestion budgétaire, ils essaient évidemment de créer le plus d'avoir le budget déséquilibré le plus possible, parce que ça leur permet d'avoir un budget plus gros pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, évidemment, ils s'en fichent des conséquences après, puisque après, ils ne seront plus là. Ils ne seront pas élus à ce moment-là. Donc, les conséquences sur le long terme, ils s'en fichent. Et d'ailleurs, ce qui force est de constater que les votants aussi. C'est le problème de la démocratie. Parce que, est-ce que c'est démocrate de voter de la dette que tu ne payeras pas et que ce sera tes enfants qui vont payer? Est-ce que tes enfants qui sont pas encore nés ou qui sont pas encore majeurs, est-ce que c'est démocratique de voter de la dette sur leur dos que eux vont payer et dont toi tu vas jouir? Non, mais est-ce que c'est démocratique de voter un budget à 3% de déficit, sachant très bien que toi tu achètes de la dette française, tu vois, et tu dis à tes administrés, attention, il faut pas dépenser, il faut enlever des lits d'hôpitaux, etc. Sauf que la réalité des faits, c'est qu'en fait, tu es très content qu'il y a un budget qui soit en déficit, comme ça, tu peux acheter cette dette toi et investir dans cette dette. C'est fou. Tu peux acheter de la dette partout. Encore une fois, t'as pas besoin qu'il y ait de la dette française. En plus, la dette française est très mal rémunérée. En plus, peu importe qu'elle soit française ou pas, c'est le principe. T'achètes de la dette. Donc, tu vois, tu dis aux gens, tu peux acheter de la dette à des entreprises. T'as plein d'entreprises qui ont besoin d'être financées. T'as pas besoin. Tu peux acheter de la dette à toi, Nicodemus. Moi, je peux te prêter de l'argent pour que tu t'achètes ton appart. À toi ou à n'importe qui sur Discord. La dette, tout le monde en a besoin. C'est pas ça le problème. Encore une fois, c'est juste que, en gros, donc attends, je vais te vulgariser économiquement ce qu'est le keynésianisme. En fait, à gauche, on croit au principe, si tu veux, de la dette créatrice de richesse, d'accord, qu'elle crée un cercle vertueux. En gros, on estime que et c'est pas faux. C'est pas faux totalement. Je t'explique la mécanique. Je t'explique juste la mécanique. Là, t'as pas besoin de me l'expliquer. On la voit tous les jours. Là, il y a 500 milliards d'euros qui vont être imprimés. La Fed, on voit ce qu'elle fait aussi. Et moi, ce que je veux te dire, c'est encore une fois, quand je te parle d'hypocrisie, c'est tu parles des États-Unis, tu dis que c'est du libéralisme et que c'est un exemple à suivre, etc. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font quoi aujourd'hui? En fait, ils assurent toutes les dettes. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris. Mais ils sont de gauche les États-Unis aujourd'hui. Ils se masturbent à longue année à dire oui, mais c'est normal. Les entrepreneurs prennent les risques et donc ils doivent être rémunérés, c'est à juste titre. Aujourd'hui, qu'en fait le risque il est là et qu'en fait c'est à eux de payer. Comment dire? En fait, ils n'ont pas envie de payer. Alors ils disent à leurs administrés, vous, en bon père de famille, vous devez être capable de résister à une crise pendant 6 mois. Vous devez être capable d'avoir 6 mois de budget tampon entre guillemets au cas où vous arrive quelque chose, avec un médical ou je ne sais quoi. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, les entreprises, elles ont pas de quoi tenir un mois. Tu vois, donc hypocrisie, encore une fois, tu vois, foutage de gueule. Encore une fois, je rappelle juste que ces gens-là, en fait, donc déjà, les États-Unis depuis la Première Guerre mondiale, c'est évidemment, ils ont renoncé à leur libéralisme depuis la Première Guerre mondiale et qu'ils ont commencé à lever l'impôt. Je rappelle que encore aujourd'hui dans la Constitution, il y a des gens qui se font annuler dans certains États, qui se font annuler tout leur impôt sur le revenu au motif que c'est anticonstitutionnel de demander des impôts à des citoyens américains. Vous avez des tas de vidéos sur Internet, voilà, où des gens se sont fait annuler leurs impôts. Maintenant, il y a des États dans lesquels vous pouvez pas négocier ça. Il n'y a pas d'avocats qui vont réussir à gagner. Maintenant, évidemment, depuis la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'appliquent plus le libéralisme. Au contraire, depuis, ils essaient 70% d'impôt sur le revenu, non, c'était pas ça? Ils essaient d'avoir une imposition. Comment?
C'était 70% l'impôt sur le revenu sur les grandes fortunes, il me semble, aux États-Unis dans les années 20. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, je me souviens pas des taux. Ce que je sais, c'est que avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'impôt aux États-Unis, ou alors un impôt extrêmement bas dans certains États. Et je rappelle également qu'encore aujourd'hui, dans des États comme le New Hampshire, vous avez un taux d'imposition de 0%. Par contre, vous en avez d'autres. Le New Hampshire, qui est un des États les plus riches aux États-Unis, au passage. Vous avez des États où au contraire, vous avez des taux d'imposition très élevés. Voilà. Donc les États-Unis, déjà, voilà, faut savoir de quel État on parle. Vous avez des États qui sont encore à peu près libéraux, d'autres qui ne le sont pas. Mais en général, on peut dire que les États-Unis se sont occidentalisés comme l'Europe, dans le sens où ils sont allés tous vers un socialisme de plus en plus prégnant dans leur société, avec de plus en plus d'hôpitaux publics, enfin de systèmes publics d'une façon générale. Et donc voilà, ils ont suivi, ils ont aussi certaines, ils ont des pans entiers de leur économie qui sont extrêmement dépendants de l'investissement de l'État, quoi. Donc, on peut plus dire que c'est un paradis libéral. Par contre, par rapport à la France, évidemment, notamment certains États restent des paradis libéraux, par rapport à la France, évidemment. La France qui est sûrement le pire pays dans l'OCDE, quoi. Dans les pays de l'OCDE. Attendez, si ça vous intéresse, vous avez un indice des libertés, je crois que ça s'appelle le LIBEX. Attendez, je vais vous dire. C'est... Voilà. Tenez, je vous les link là sur le site heritage.org. Donc vous avez des graphiques, vous avez des classements en fait sur les indices de liberté économique et vous avez dedans le détail des pourcentages sur quels aspects. Je vous donne un exemple, évidemment, la Chine est moins libre que la France, mais sur certains points, notamment par exemple sur la liberté économique, sur le taux de prélèvement obligatoire, la Chine prélève 2 fois moins à ses concitoyens que la France. Donc voilà, la Chine, d'un point de vue strictement prélèvement économique, bon, évidemment après sur bien d'autres choses, elle est pas du tout libérale, mais il faut se poser des questions. Et ce que je vous dis aussi, c'est que quand vous allez voir en fait les pays qui sont les plus libres, donc qui laissent évidemment les champs les plus larges à leur peuple pour s'exprimer, vous verrez que, comme par hasard, c'est aussi les pays dans lesquels on est le plus riche au monde en moyenne. Regardez, prenez par exemple l'Irlande, qui est un des pays les plus libres en Europe. L'Irlande, c'est pas des génies, d'accord, ils n'ont pas des prix Nobel, ils n'ont pas je sais pas quoi. Aujourd'hui, un Irlandais vit quasiment 20 à 30% mieux qu'un Français. Les Irlandais vivent mieux que les Anglais. Alors que toute la vie, depuis des siècles, en fait, c'est quasiment leurs prostituées. Ils ont été esclavagisés, je sais pas combien de siècles avant même qu'on esclavagise les Noirs. Ils ont été mis en esclavage, à moitié génocidés par les Anglais, etc. Toute leur vie, ils ont été soumis par les Anglais. Aujourd'hui, ils vivent mieux que les Anglais. Mais c'est le paradis fiscal, c'est le paradis fiscal européen, c'est la porte d'entrée pour les grosses multinationales. Mais bien sûr, tous ceux qui appliquent la liberté, c'est des paradis fiscaux. T'as jamais remarqué? Bien sûr, tu sais, l'URSS, elle disait aussi que l'Europe de l'Ouest, c'était un paradis fiscal. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il y a des États, on est d'accord avec moi, leur seule fonction, c'est être un paradis fiscal. Je suis désolé, le Luxembourg, non mais ça existe. Pourquoi le Luxembourg? Je veux dire par là, c'est pas une force militaire ou quoi que ce soit. Il y a pas, tu vois, il y a rien là-bas. Tu vois, Monaco, à quoi ça sert? Encore une fois, c'est des zones en fait dans lesquelles vous trouvez une liberté que vous n'avez pas dans d'autres. Je peux t'assurer que si on avait des taux d'imposition plus bas en France que sur Monaco, tout le monde viendrait vivre en France et il y aurait pas Monaco, ça n'existerait même pas. Il y aurait pas de riches à Monaco. Ce qui fait qu'il y a des riches à Monaco, c'est tout simplement parce que on oblige les gens à quitter la France à cause de la pression fiscale. Les gens qui réussissent, ils sont pas là pour donner tout leur argent à d'autres personnes. Quand tu travailles, ça l'assure de ton front. Ta sueur, c'est pas pour le collectif, c'est pas pour la beauté du geste. Ok, donc toi, là, c'est la valeur travail que tu mets en avant. Ok. Imagine, moi, je possède,
tu vois, j'ai investi un peu dans le foncier là, et puis j'ai 4 immeubles qui m'appartiennent. Tu vois, j'ai plus rien à gérer. J'ai plus rien à gérer là. J'ai plus qu'à prendre la thune tous les mois. Donc, je passe ma vie à me masturber là, tu vois. Je m'habille pas, je suis à poil toute la journée. C'est à la sueur de ton front ou à la sueur de tes ancêtres, ou alors grâce à ton intelligence. La sueur du front de rien du tout, tu vois, la sueur de rien. Comment t'as eu cet argent? Pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi? Regarde, c'est simple la question. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi, Nicodemus? ZZ. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi? Mais parce que matériellement, il n'y a pas suffisamment de richesse. Donc, tu vois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des comportements qui vont faire que moi, je vais pouvoir amasser peut-être un pourcentage plus important de la richesse que, voilà, si on divise tout par le nombre d'habitants. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'accord. Alors, pourquoi t'es plus capable, toi, que les autres? Parfois c'est la génétique, la chance, tu vois, en fait, au final. D'accord, donc tous ces ensembles de facteurs, très parfait, t'es allé exactement là où je voulais. Cet ensemble de facteurs, c'est ça, d'accord, c'est ça le libéralisme. Si toi t'as réussi là où les autres ont échoué, c'est effectivement il y a un facteur de chance, il y a un facteur génétique, il y a un facteur environnemental, il y a tous les facteurs que tu veux, d'accord, on s'en fout. Ce qui fait que toi tu es toi, d'accord, tu as réussi de ta façon. Et t'opprimer parce que tu as réussi, si tu veux, ça ne mène qu'à une chose, c'est la misère collective. Alors que au contraire, justement, rétribuer tes efforts en te disant voilà, tu as bien réfléchi, tu as bien su investir, tu as bien su faire machin, tu as pris les risques là où il les fallait. Le système te récompense parce que tu as été plus intelligent que les autres. Et pas du tout, j'ai hérité la fortune de mon papa. Non, mais alors voilà, on parle de travail et de méritocratie. J'ai hérité la fortune de mon papa. Mon papa, le seul truc ce qui m'a appris, c'est voilà, regarde, t'investis ta thune là-dedans, tu vas prendre 5% tous les mois. 5% de X millions, ça fait quand même tant de kilo-euros chaque mois pour toi. Oui. T'as plus qu'à pas dépenser tout ça en héroïne, en pute et en Ferrari, tu vois, je veux dire. Donc, voilà. Donc, si, il y a pas besoin d'avoir 130 de QI pour faire ça. Quelqu'un avec, même à 95 de QI, tu vois, va dire ça à la Française des Jeux. Non, ce que je veux dire, c'est, si on enlève les extrêmes, si on enlève les 180 et si on enlève les 80 de QI, 80% des gens est capable de faire ça, tu vois, je veux dire. Donc, il n'y a aucune valeur travail, il n'y a aucune méritocratie. C'est ça que je veux dire. Il y a toute la valeur travail, c'est la valeur travail de tes parents, c'est évidemment ce que les gens c'est pas la valeur travail individuelle. Attends, j'en finis. C'est parce que toi, tu analyses la valeur individuelle comme étant ta seule valeur, comme si toi, tu étais une cellule indépendante de celle de tes parents, alors que c'est totalement l'inverse. Tes parents n'auraient jamais travaillé tout ce qu'ils ont travaillé si ce n'était pas pour toi et pour ton confort. Et pareil pour tes ancêtres, pour tes grands-parents, etc. Donc oui, nous sommes tous le réceptacle des fruits des efforts de nos ancêtres. Et donc, s'ils ont travaillé aussi dur certains, c'est aussi pour qu'on puisse bénéficier de ce confort. Et évidemment que si à un moment il se doutait que toi tu ne bénéficierais pas de ça, comme veulent par exemple les égalitaristes purs de gauche qui disent qu'ils veulent mettre des droits de succession à 100%, évidemment ce qu'ils perdent, donc en tout cas c'est la doctrine libérale qui le dit, c'est évidemment ce fruit des efforts. C'est-à-dire que moi quand je suis parent, je me dis mais à quoi bon, pourquoi travailler à partir de 50 ans ou 40 ans si j'ai déjà fait ma retraite, à quoi bon pardonner, puisque tout mon legs il partira à mes enfants, donc je vais tout dépenser. Tes parents ils auraient pu tout claquer, hein. Ils auraient pu tout se payer, ils auraient pu tout dépenser ou t'aider d'une autre façon, ou te payer par exemple l'école la plus chère du monde. Tous les millions que tu as hérités comme ça, tu aurais pu les hériter d'une autre façon, tu aurais pu bénéficier de tous ces millions autrement que par l'héritage. On aurait pu te faire le tour du monde, on aurait pu dépenser, acheter, je sais pas quoi, acheter un château, ou enfin, j'en sais rien. Des choses qui, non, il faut que ça soit immatériel, des choses qui peuvent pas se léguer. Mais quoi qu'il en soit, ou alors tout simplement, il aurait pas travaillé, ton père. Voilà, il aurait pas travaillé. Quoi qu'il arrive, cet argent, il tombe pas du ciel. Quoi qu'il arrive, cet argent, il tombe pas du ciel. Quelqu'un a travaillé pour. Et donc toi, que tu en sois l'héritier, et je peux comprendre, hein, c'est le problème des héritiers, moi aussi, c'est ma hantise, j'ai peur que mes enfants ne sachent pas pourquoi ils en sont là et la chance qu'ils ont. Et je pense que c'est un vrai défi qu'on a en Occident, de faire réaliser aux gens qu'ils sont chanceux
que jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens ont en moyenne vécu aussi bien que ce qu'on vit aujourd'hui, dans le confort, dans tous les aspects, dans le confort en général dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je suis sûr, quelqu'un qui verrait il y a 200 ans le nombre de jeunes qui sont ici sur Discord ce soir à se branler, à rien foutre, et comment dire, la fainéantise générale de notre génération, il en pleurerait de bonheur. Il dirait mais c'est incroyable de voir à quel point on peut enfin être libre dans cette génération. Donc évidemment, nos ancêtres travaillaient tous énormément, tous, je dis bien tous, hein, même les soi-disant handicapés ou je sais pas quoi, tout le monde travaillait. En grande partie, enfin sauf vraiment les handicapés très lourds, mais ceux-là, même des fois, je peux vous dire qu'ils étaient abandonnés dans les roseaux, hein, comme on dit. Donc, enfin bon, moi je pense que la messe est dite, il n'y a pas de...